Dans cette vidéo, nous allons continuer le travail que nous avons commencé la dernière fois avec les protocoles HDLC établis sur des liaisons série et le protocole point-to-point PPP dont on avait parlé la dernière fois. Et on avait aussi parlé de l'authentification PAP. Pour bien comprendre la suite, ce qu'on va faire dans cette vidéo, donc je vous invite à voir la vidéo précédente dont le lien va apparaître en haut de la fenêtre. Donc maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle l'authentification SHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol. Donc, essayons de revenir un peu à ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, si on regarde la configuration de la dernière fois, donc on avait dit que on avait configuré un adressage dynamique sur le réseau LAN. Donc, voilà. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus, c'est bien la liaison série. Donc, c'est cette partie-là. Très bien. Donc, là, dans la liaison série, nous avions une encapsulation PPP et une authentification PAP de telle sorte que le routeur client va envoyer ses identifiants, router client et password Cisco, vers le second routeur, et ainsi l'authentification va se faire, avec le deuxième routeur, avec le routeur ISP. Ici pareil, donc sur l'interface série, donc vous constatez que l'encapsulation doit être aussi point-to-point et on doit spécifier quel est le type d'authentification. Dans le cas présent, c'est l'authentification PAP. Très bien. Bon, il y a un autre point. On avait parlé de ça brièvement, mais on ne s'est pas attardé. C'est bien sûr ce qu'on appelle le clock rate. Donc le clock rate, sur des liaisons série, on avait dit qu'il y a deux types de liaisons série. Il y en a avec l'horloge et sans horloge. Pour ce qui est des liaisons série synchronisées avec horloge, donc ça nous permet de contrôler le débit. Donc la fréquence la fréquence de transmission des paquets. Bon, par défaut, elle est à 2 millions de bits par seconde. Et on peut la changer. Donc, on peut la changer sur la liaison série. Ainsi, on va régler le débit entre le routeur client et l'ISP. Donc, on va le faire sur notre nouvelle configuration. Très bien. Bon, je vais laisser cette topologie et je vais travailler sur une nouvelle topologie sur la même fenêtre. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais mettre un nouveau routeur. Bon, ça va être deux laboratoires, donc deux labs différents. Ça va être deux labs différents. Première partie, et là vous avez la seconde partie. Je vais considérer que le routeur, bon, je vais le nommer routeur R1. Voilà. Et là vous avez, donc c'est le routeur du premier site, et là vous avez un routeur du deuxième site, sur le deuxième site, et bien sûr
la liaison. Bon, on va s'intéresser uniquement au réseau WAN. Là, vous avez un serial, un port série de 0. Et ici, pareil, un second port. Et vous avez votre réseau WAN. Bon, on peut étendre le réseau avec des LAN, comme on l'a fait ici. Mais le plus important pour pour la notion de liaison série, c'est bien la liaison entre le routeur-routeur. Donc, le premier point, je disais que le premier point, bon, après la configuration de base, bien sûr. Là, vous avez le routeur R1. Ici, pardon. Le second routeur. Donc le premier point, c'est de voir le type d'encapsulation. On avait bien précisé la dernière fois, ou sur la vidéo précédente, que sur une liaison série, si on fait un show, là, doit faire un do show parce qu'on n'est pas dans le. On doit faire un do show interfacé parce qu'on n'est pas sur le mode privilégié, on est dans la configuration globale. Donc l'encapsulation par défaut, c'est le HDLC, hein, donc le High Data Link Control. Et si on veut passer maintenant au point-to-point, donc tous les avantages du point-to-point, il faut bien déjà accéder à la liaison série. Nous allons lui donner son adresse IP. Bon. Ici, on va configurer. Donc, vous allez constater un nouveau concept. Ici, on va prendre 192.168.1.0/30. Donc, un premier sous-réseau. Et là, on va prendre un deuxième sous-réseau, 192.1.4/30. Donc, si on regarde bien ces deux sous-réseaux, hein, donc vous constatez que l'interface S2/0 du premier routeur appartient à un réseau et l'autre interface appartient à un autre réseau. Bien sûr, ici, il y a 4 adresses IP. Il y a 2 adresses IP permises, donc point 1, point 2, l'adresse réseau et l'adresse de multidiffusion. Et ici, pareil. Donc, l'adresse réseau, c'est le point 1, point 4. Ensuite, vous avez le point 1, point 5, point 1, point 6 et le point 1, point 7. C'est pour la multidivision. Donc, de toute façon, les deux interfaces appartiennent à 2 réseaux différents. Donc, si on essaie de pinguer, hein, donc déjà il faut configurer IP adresse 192.168.1.1, 255, 255, 255, 252 pour le /30 et le no shutdown. Ici, pareil. Donc, on accède à l'interface S2/0. Son adresse IP, donc 192.168.1.5. Je vais prendre .5. Donc,
on est dans le sous-réseau. 255, 255, 255, 252. Et le now shutdown. Très bien. Donc si on fait un ping, vers l'autre routeur, hein, la liaison est up. Donc il y a la liaison est up entre les deux routeurs. Si on fait un ping vers l'adresse de l'interface série du routeur R1, 192.168.1.1. Donc vous constatez que le trafic ne passe pas, donc la trame ne passe pas entre ces deux points. Et c'est tout à fait normal, malgré que l'encapsulation est HDSC sur ce routeur et elle est HDSC sur le deuxième routeur. Mais la trappe ne passe pas, donc il n'y a pas de... La liaison est établie, mais la trame ne passe pas. Donc c'est un problème réseau. Et ce n'est pas un problème liaison. Ce n'est pas de la couche 2, c'est un problème de couche 3. C'est tout à fait normal parce que les liaisons série ne sont pas dans le même réseau. Même si on fait un show IP route sur ce réseau, donc sur ce routeur, vous constatez qu'il reconnaît bien sûr le réseau qui lui est directement connecté. Voilà. Et sur le deuxième routeur, il reconnaît bien sûr son réseau, hein, qui lui est directement connecté. Il ne reconnaît pas le point 1.4. Donc maintenant, si on regarde, si on passe bien sûr à l'encapsulation, PPP. Donc nous avons changé l'encapsulation PPP sur le premier routeur. On l'a bien dit dans la vidéo précédente, il faut le faire sur les deux routeurs. Il faut le faire sur les deux interfaces série des deux routeurs. Parfait. Donc voilà, maintenant l'encapsulation est PPP sur les deux routeurs. On peut même faire un show de l'interface. Donc, show IP interface, show interface S2.0. Je vais faire la même chose ici, show interface S2.0. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que l'encapsulation est PPP sur les deux routeurs. La première phase qui permet de contrôler le lien, la liaison, qui est le LCP, elle est open. Et la deuxième phase qui permet de contrôler le network. Donc on avait dit que il y a deux phases. Il y a la phase LCP et la phase NCP. Sauf que le NCP, dans notre cas, pour bien sûr pour le IPv4, c'est le IPCP. Très bien. Donc la première phase, je disais qu'elle était open. Et pareil, hein, pour la seconde phase. Donc le lien est établi et le network, hein, le contrôle de network est open aussi. Maintenant, essayons de revoir l'étape de routage dans un premier temps. Donc, vous constatez la différence. Avant, avec le HDLC,
avec le HDLC. Le premier routeur ne reconnaissait que son réseau, le réseau qui lui est directement connecté. Et ici, il reconnaît le réseau qui lui est directement connecté et il reconnaît aussi le réseau qui est en face. Donc, parce que là, vous avez le 1.5, c'est une adresse IP qui appartient au réseau .1.4. Donc, il reconnaît même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le considère comme s'il était directement connecté. Parce que vous constatez que là, on a mis aucune méthode de routage. Hein, on n'a pas mis d'OSPF ou autre chose. Donc, à la différence de la première vidéo, ici, on a mis aucune méthode de routage. Donc, avec uniquement le PPP, avec uniquement l'encapsulation PPP, ce routeur peut reconnaître un autre réseau qui lui est en face sur la liaison série du routeur 2 et vice-versa. Donc, et vice-versa ici aussi. Si on regarde le routeur 2, si on affiche sa table de routage, pareil. Donc là, le réseau qui lui est directement connecté, le point 1.4, très bien, il apparaît, mais aussi l'adresse IP de l'interface qui est sur le port série d'en face. Donc le point 1.1. Et bien sûr, le point 1.1 appartient à quoi? Appartient à ce sous-réseau. Donc je répète, on est bien dans les sous-réseaux, /30 et non pas /24. Attention. Donc voilà. Donc si maintenant je ping vers l'adresse IP de cette interface série, qui est le 192.168.1.1, donc vous constatez que le ping passe. Donc à la différence du HDLC, ici avec le PPP, le ping passe. Maintenant, la question qu'on peut se poser, quel est l'outil ou quel est le protocole ou quelle est la méthode qui a permis cette reconnaissance, qui a permis de reconnaître les réseaux sur une liaison bout à bout, donc sur une liaison où il n'y a aucun autre équipement entre les deux, et ça a permis de reconnaître des réseaux qui sont différents, à la différence du HDLC. C'est bien le rôle du NCP ou le IPCP. Donc, le NCP dans ce cas-là, hein, le Network Control Protocol, a pour rôle de permettre une communication entre deux liaisons série, ou deux ports série, pardon, qui n'appartiennent pas forcément au même réseau. Donc, en revenant à l'ancienne vidéo, ces deux ports série appartenaient au même réseau, le 10.0.0.0/8. Ici, non. Ici, non. Il y a un premier sous-réseau et un deuxième sous-réseau. Donc, c'est le travail ou c'est tout l'avantage du Network Control Protocol ou le IPCP dans notre cas. Voilà. Donc ça, c'est uniquement pour la liaison série PPP sans authentification. Donc vous avez remarqué que je n'ai pas encore commencé l'authentification. Si on fait le débogage, un débogage, bon là je répète la remarque de la dernière fois, pour le débogage, il faut fermer et rouvrir la liaison série ou le port série. Donc je retourne au S2/0, je fais un shutdown, ensuite un no shutdown. Donc voilà. Donc ici, vous constatez que les phases du PPP se déroulent sans authentification. Le LCP est open,
et la phase est établie, donc le LCP se finalise, hein. Donc son rôle, c'est uniquement de ouvrir la liaison une fois que c'est fait, donc son rôle se termine. Et la phase est up. Très bien. Donc maintenant, nous allons passer au problème d'authentification. Ce que j'ai initié au départ, l'authentification SHAP. Si on regarde bien cette diapo, donc je disais dans la précédente vidéo que le protocole PAP se base sur deux phases. Un envoi des identifiants et une acceptation ou un refus. Maintenant, cet envoi se fait d'une manière continue. Il se fait d'une manière continue jusqu'à ce que le deuxième routeur reconnaisse ou refuse l'authentification. Si bien sûr, il y a, par exemple, s'il y a une erreur sur les identifiants, par exemple, sur la base de données du lab D, lab B, les identifiants sont, par exemple, lab A1 et password PAP, et celui-là envoie lab A. Donc, dans ce cas-là, les données qui sont sur la base de données ne sont pas identiques aux données envoyées. Donc, il n'y a pas d'authentification. Aussi, un autre problème, si par exemple, il y a quelqu'un qui veut faire une écoute. Donc, c'est un problème de piratage, par exemple. Il veut faire une écoute, il prend son routeur et il veut le lier. Donc, il veut le lier à un point. Donc, il fait une coupure à ce niveau. Il veut le lier avec le routeur ISP. Hein? Donc, maintenant, il veut faire une écoute sur la ligne, une écoute malveillante sur la ligne. Du coup, il faut qu'il y ait une authentification plus sécurisée. Donc, il faut qu'il y ait une authentification plus sécurisée afin de sécuriser la ligne. Le problème qui existe avec le PAP, bon, on avait bien dit que c'était un échange entre deux étapes, mais c'est une méthode d'authentification qui est simple. Donc, on répète l'émission du mot de passe et du mot d'utilisateur d'une manière répétée jusqu'à ce qu'il y ait une confirmation ou une interruption de la connexion. Donc, l'efficacité de ce protocole est moyenne parce que les mots de passe sont envoyés en clair. Donc, il n'y a pas de protection. Voilà. Et il peut y avoir des attaques, ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir des attaques répétées par répétition des essais et des erreurs. Donc, c'est un protocole d'authentification qui est moyennement efficace. Ainsi, on passe à un second protocole qui est le SHAP. Le SHAP se déroule en trois phases. Donc, c'est un handshake. Donc, c'est comme si on se saluait et il y a un challenge entre les deux routeurs. Donc, le premier routeur ne peut envoyer une réponse, donc ne peut envoyer ces informations, ces identifiants, seulement s'il a une autorisation du second routeur. Donc, une fois qu'il a une confirmation du second routeur, il peut envoyer ses identifiants. Et bien sûr, la troisième phase, c'est l'acceptation ou le refus. Donc, vous constatez que ces deux phases étaient déjà dans le PAP. Mais il s'ajoute une troisième phase d'authentification qui est la confirmation. Donc, je répète, le routeur numéro 1 ne peut envoyer ses identifiants que s'il a une autorisation ou une confirmation du second routeur. Bien sûr, cet envoi se fait d'une manière aléatoire. Donc, il n'y a pas moyen, ou
disons que c'est très difficile de savoir à quel moment les identifiants sont envoyés. Du coup, ce que je disais ici, les attaques sont moins fréquentes avec le SHAP que ce qu'il y avait avec le PAP. Donc maintenant, on peut revenir à notre lab et configurer l'authentification SHAP sur les deux routeurs. Donc commençons par remplir la base de données du premier routeur avec les identifiants du second routeur. Donc username. Ah là, il faut faire attention. Pour le PAP, le choix du username est arbitraire. Donc vous pouvez choisir n'importe quel username, pas forcément R2. Ici, non. Là, le username doit être identique au, au hostname. Et le password, on va prendre Cisco par exemple. Donc ça, c'était pour le premier routeur. On doit faire la même chose sur le second routeur. Donc ici, on va dire que le username, c'est R1. Et le password, pareil, il faut prendre, ici, il faut faire attention, il faut prendre, pardon. Il faut prendre le même mot de passe d'un bout à l'autre. Donc sur les deux interfaces, sur les deux routeurs, il faut prendre le même mot de passe. Maintenant, de la même façon qu'on l'avait fait pour le protocole PAP, il faut spécifier quel est le type d'authentification. Donc pour le faire, il faut déjà accéder à l'interface série et dire que PPP Authentication, c'est bien sûr le SHAP sur donc dans cette phase. Donc maintenant, il faut faire la même chose sur le second routeur. Donc PPP Authentication SHAP. Très bien. Bon, je vais arrêter le débogage momentanément et ensuite nous allons y revenir. Donc voilà. Il y a une remarque. Vous constatez que dans la configuration, donc si je regarde uniquement le premier routeur, dans la configuration du SHAP, nous avons rempli la base de données du premier routeur avec les identifiants du second routeur. Ensuite, on a accédé à l'interface série et nous avons spécifié quel est le type d'authentification, donc PPP Authentication SHAP. Donc vous constatez aussi que, à la différence du PAP, il n'y a pas de sent username ou password. Ici, il suffit de spécifier quel est le type d'authentification pour que les identifiants soient envoyés. Donc si maintenant on fait un débogage, pareil ici,
Il faut arrêter, il faut bien sûr revenir à l'interface série et la réinitialiser. Donc voilà. Là, il y a la négociation, hein, il y a la négociation, les phases de négociation entre les deux routeurs. Donc je répète toujours, il y a les trois lignes correspondantes au PPP. Donc le PPP veut faire un appel. Ensuite, il traite la connexion et la phase est établie. Donc le LCP est open. Ensuite vient là la phase d'authentification. Et là, vous constatez qu'il y a une authentification par IPCP. Donc là, il y a l'authentification. Donc phase is authenticating, c'est-à-dire que les, 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 les deux routeurs ont reconnu idem IC. Donc la phase is authenticating, ça veut dire que les deux routeurs ont reconnu les identifiants de chaque autre routeur. Maintenant, il y a une autre authentification qui se fait avec le IPCP. Donc là, le IPCP ou la phase NCP essaye de faire l'authentification par envoi d'un request avec le ID du file. Hein, donc je disais l'identification de la trame et sa taille qui va être ici en input et ce qui est en output ici est en input ici. Et ici, pareil, ce routeur va envoyer une trame de demande d'authentification vers le premier routeur et il va répondre par une trame de... Vous constatez qu'il répond par une trame de reconnaissance. Configure acknowledgement. Donc là, il reconnaît les paramètres de l'autre routeur. Donc aussi, il y a un autre point, c'est qu'ici, il y a une authentification par IPCP et non pas par LCP. Le LCP, c'est une authentification des identificateurs. Le NCP ou ici le IPCP, c'est une reconnaissance ou une authentification des réseaux. Donc c'est ce qu'on a vu tout au début. C'est justement cette reconnaissance ou cette authentification permet de reconnaître chaque réseau différent dans le port série de l'autre routeur. Et c'est justement ce qui a permis de pinguer de cette interface série vers cette interface, même s'ils appartiennent à deux sous-réseaux différents. Et on l'a vu aussi sur leur table de routage. On a vu sur la table de routage voilà. On a vu sur la table de routage du premier routeur que le réseau qui est en face, le réseau d'en face, est reconnu. Voilà, c'est tout le travail de cette phase de reconnaissance. Donc c'est le travail du encapsulation sur les liaisons série, à savoir le HDFC et le PPP. Et le PPP avec ses deux protocoles d'authentification, le PAP et le SHAP. Donc, comme d'habitude, j'attends toujours en commentaire vos questions et aussi donc, les questions afin d'améliorer l'interactivité dans les vidéos.